Chers candidats et candidates au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20/20 EduTech. Cette vidéo vous est présentée et sponsorisée par la Fondation Sonatel. Nous sommes sur un thème essentiel du programme, il s'agit de l'épistémologie, c'est le domaine 3. Alors l'épistémologie est composée de 3 axes majeurs ou 3 chapitres que nous allons exploiter comme des unités d'apprentissage. La première unité d'apprentissage est la suivante, c'est l'émergence de la pensée scientifique. Il s'agit de se demander quelles sont les conditions dans lesquelles la science est née. Pour répondre à cette question, retournons un peu dans le passé. Dans le passé, chers candidats et candidates, la science n'était pas encore née. On verra plus tard qu'elle est née avec la philosophie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais dans le passé, les hommes utilisaient des pensées mythico-religieuses pour expliquer n'importe quel phénomène de la nature. Par exemple, pour expliquer le phénomène de la pluie, les Grecs se servaient de ce dieu, Oranos, le dieu du ciel et de la pluie. Ils disaient que c'est le dieu de la pluie qui pleure et ses larmes représentent la pluie. Quand ils vantaient, les Grecs convoquaient ce dieu, Éole, le dieu du vent. Ils disaient que c'est Éole qui souffle, ainsi de suite. Quel que soit le phénomène naturel qui se produisait, les Grecs l'attribuaient à un dieu. Mais plus tard, quand des penseurs se sont révoltés, lorsqu'ils ont dit que la raison doit servir d'arme principale pour expliquer les phénomènes de la nature, ce fut l'enterrement du mythe et de la magie, tout comme de la religion. Désormais, une nouvelle page est ouverte, c'est celle de la raison. Alors, les premiers penseurs qui se sont servis de la raison, on peut considérer que c'est Thalès, Pythagore et tant d'autres. Je parle des présocratiques. Je ne dis pas les premiers penseurs de l'histoire de l'humanité, mais les premiers penseurs à s'être servis de la raison convenablement pour expliquer rationnellement les phénomènes de la nature. C'est donc Thalès, Pythagore et autres, ce sont ceux-là qu'on appelle les premiers philosophes. Et puisque la philosophie et la science étaient liées à l'époque, comprenez donc que les mêmes raisons qui ont motivé la naissance de la science, on les retrouve aussi en philosophie. Au bout du compte, la science est née dans un contexte magico-mythico-religieux, où il fallait combattre les dieux, où il fallait montrer qu'il n'y a pas de Dieu qui soit au ciel ou bien de Dieu qui soit en mer, mais pour montrer que seule la raison peut prévaloir. C'est la raison pour laquelle, donc, lorsque la science est née, c'était un déclic, c'était un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Et quand la science est née, retenons un peu tard pour parler comme Gaston Bachelard, qui dit « la science est une conquête tardive de l'esprit humain ». Retenons tout de même que quand la science est née, un peu tard, c'était pour combattre l'ancienne façon de voir les choses. Et ces obstacles épistémologiques, comme le dit Gaston Bachelard, empêchaient la science de naître. C'est le mythe, la magie, la religion, le sens commun, et ainsi de suite. Ce sont ces obstacles qui ont longtemps freiné la naissance de la science. Mais quand la science est née, c'était bien entendu pour tourner le dos à ces formes de pensée. C'est cela qu'on appelle le premier divorce que la science a consacré dans son histoire. Il y aura un autre divorce, c'est au XVIIe siècle avec la philosophie. Et nous savons déjà quelles sont ces raisons-là. C'est que du point de vue de l'objet d'étude, de la méthode et de la finalité, la science et la philosophie sont différentes. Voilà pourquoi il y aura une autre rupture. Et quand la science a rompu avec la philosophie, c'était dans l'intention de se diversifier, d'éclater en plusieurs sciences pour être plus efficace. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième unité d'apprentissage. Nous vous demandons de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo au maximum.